Après la fête au bouc qui évoquait les derniers jours du dictateur dominicain Rafael Leónidas Trujillo, il remonte le temps jusqu'en 1954 et un épisode clé de l'histoire du continent américain, le coup d'État au Guatemala pour écarter le président Jacobo Arbenz. Tout ça pour des bananes. Les relations publiques désignent ce que j'appelle la fabrication du consentement, basée sur un principe formulé par Thomas Jefferson. Dans une démocratie, tout dépend du consentement du peuple. Pour le compte de la United Fruit Company, Eddie Bernays a réussi à persuader la plupart des Américains et une grande part des Guatémaltèques que le gouvernement de gauche, qui venait d'être élu et voulait réformer un système économique archaïque, était en réalité la tête de pont de l'URSS. Eddie Bernays a lancé une campagne de guerre psychologique encore plus profonde et plus efficace que celle organisée pour le gouvernement américain pendant la Première Guerre. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. Oh! Si. Extrait du documentaire de Jimmy Leipold, Propaganda, la fabrique du consentement. Bonjour à vous, Mario Vargas Llosa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le récit commence, le vôtre, votre récit, tant sauvage, commence aux États-Unis, dans les bureaux de l'United Fruit, surnommée la pieuvre en Amérique centrale. Voulant conforter son monopole, là-bas, la firme fruitière va convaincre son gouvernement de repenser un pouvoir, de renverser un pouvoir en place à l'aide d'une campagne de propagande démoniaque. Et pour cela, deux hommes, Sam Zemeret, le patron de la compagnie, il va faire appel à un petit génie du marketing et de la publicité. Son nom vient d'être évoqué dans l'extrait du documentaire qu'on a entendu. Il s'appelle Edward Bernays. Edward Bernays, c'est vraiment celui qui a conçu, imaginé ce qu'il appelait alors les relations publiques et ce qu'on peut appeler clairement aujourd'hui la propagande. C'est une alliance qui va se mettre en place entre ces deux hommes. Ils vont faire affaire, un pacte du diable. C'est-à-dire que c'est très important de mentionner que Bernays était un neveu de Sigmund Freud. Et il était devenu très populaire en Amérique, aux États-Unis, parce qu'il défendait avec beaucoup de talent la publicité. Et il était devenu membre de la entreprise qui avait la responsabilité du bananos dans toute l'Amérique centrale, dans le Caribien et aussi en Colombie. Et la loi de la réforme agraire n'était pas très importante pour la compagnie, mais la compagnie avait les soupçons que si les gouvernements imitaient les Guatemala, alors il y aurait des problèmes dans El Salvador, dans la République colombienne. Alors, ils ont monté cette opération pour arrêter les colonels qui étaient présidents de la République guatémaltèque, de faire cette réforme agraire qui touchait d'une manière très indirecte à la compagnie bananière. Et alors, on a inventé cette conspiration pour ouvrir les frontières de Guatemala à l'Union soviétique, ce qui était complètement faux, parce que les présidents guatémaltèques n'étaient pas communistes du tout. Au contraire, il était un grand admirateur des États-Unis. Et ce qu'il essayait de faire, c'était de convertir
Guatemala, dans un petit États-Unis, dans la région, pour montrer que les latifundios disparaissaient dans Guatemala et que Guatemala devenait une démocratie véritable. Alors, il était, surtout à travers sa femme, qui avait étudié aux États-Unis, un grand admirateur de la démocratie américaine. Oui, parce que lui, c'est intéressant. Il est aussi, Jacobo Arbenz, le président guatémaltèque à ce moment-là. Il est fils d'émigrés suisses et il est tout sauf un dangereux communiste, contrairement à ce que ces deux hommes vont tenter de faire croire. Au contraire, son modèle, c'est les États-Unis, et ça, c'est la deuxième ironie du sort. Les réformes agraires entreprises par son gouvernement, écrivez-vous, Mario Vargas Llosa, avaient pour seule visée de transformer le Guatemala en démocratie moderne et capitaliste. Ailleurs, vous racontez, les impôts à l'United Fruit, comme à tous les agriculteurs du pays, c'est ce que lui dit à l'ambassadeur des États-Unis, les impôts, c'est pour pouvoir remplir le pays d'écoles, de routes, de ponts, pour financer les travaux publics et sortir les communautés indigènes de leur isolement et de leur pauvreté. Mais rien n'y fait, cette grosse compagnie fruitière, l'United Fruit, veut lui barrer la route. Alors pourquoi ? Parce que jusque-là, cette compagnie pouvait se servir. Elle faisait son marché au Guatemala sans aucun frein, sans aucun impôt, sans aucune législation qui protège les travailleurs qui travaillaient pour eux. Et ce président qui arrive là veut juste mettre un minimum de réglementation, faire payer un tout petit peu d'impôts et tenter de donner quelques droits aux travailleurs. C'est très important, une réglementation capitaliste. Oui. Et il est fier de l'être. Il ne voulait pas du socialisme, au contraire, il était contre le socialisme et il avait demandé au Congrès, qui était en train de rédiger une nouvelle constitution, d'éliminer la possibilité pour Guatemala d'avoir des relations avec un pays totalitaire. Et c'était contre l'URSS. Alors, il a dû être très surpris quand il a découvert que cette révolution qui avait en tête Castillo Armas était soutenue par les États-Unis contre lui et surtout pour l'accusation que le gouvernement guatémaltèque était en train d'ouvrir les frontières à l'URSS. Alors, il n'avait jamais pensé à ça. Au contraire, et je crois que le cas du président Arbenz est un cas tragique et qui a eu une conséquence politique très grave pour l'Amérique latine parce qu'il a stimulé beaucoup l'idée que la seule manière de trouver une indépendance réelle des États-Unis était à travers les méthodes cubaines, c'est-à-dire la révolution armée. Alors il devient le président de Guatemala à l'époque, un héros tragique, avec toutes les conséquences pour l'Amérique latine de cette répression d'un gouvernement démocratique qui voulait, à travers des réformes légales, moderniser un pays, non ? Oui, toute l'Amérique latine, vous venez de le dire, parce que déjà, il y a quelques minutes, vous avez failli faire un lapsus en disant le Venezuela au lieu du Guatemala. On pense au Chili, bien sûr. En fait, ce qui s'est joué là, dans ce cas guatémaltèque, dans ce coup d'État et cette ingérence américaine, c'est toute la longue histoire aussi des relations qui s'est écrite entre les États-Unis et l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Oui, il faut dire que je n'aurais jamais pu écrire un roman pareil sans des publications américaines. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, on publie, après quelques années, tous les documents qui sont reliés à un fait politique. Et alors, on a publié, et on est en train de publier encore tout ce qui est relationné avec les coups d'État de Castillo Armas contre
le président légitime qui était Arbenz, bien sûr. Alors, la première matière d'information que j'ai eue, ça a été publié par les États-Unis et par le gouvernement des États-Unis qui avait dirigé pratiquement cette révolution contre Arbenz. Oui, il faut raconter qu'on est en pleine guerre froide à ce moment-là et que Washington va rapidement se laisser convaincre que la menace soviétique est à sa porte, quelque part entre la Californie et le canal de Panama. Tout ça, c'était la guerre froide. Au Guatemala. Oui. Et c'était le macartisme aussi qui faisait des ravages aux États-Unis. Alors, ce contexte est très important aussi. Voilà, oui. et ce fantasme communiste que va faire germer ce publicitaire Edward Bernays dans la tête aussi des acteurs, des responsables politiques américains, est aussi alimenté par une vaste campagne médiatique parce qu'il va mettre les médias dans sa poche pour donc soutenir cette compagnie fruitière et faire renverser ce gouvernement. C'était les médias progressistes, hein. C'était pas les médias conservatrices. Au contraire, Bernays était tout en faveur de que les journaux et les magasins libéraux seraient en tête de ce mouvement contre Arbenz. Et c'est curieux parce que les journalistes qui sont allés à Guatemala étaient les journalistes du Washington Post, du New York Times, du New Yorker, les journalistes les plus avancés, les plus progressistes des États-Unis. Vous racontez que vous êtes allé piocher toutes ces informations pour ce roman dans ces dossiers d'État américains. C'est un roman à la fois historique, mais c'est aussi un polar que vous écrivez là, parce qu'il y a énormément de suspense dans la manière dont vous faites le récit de cette histoire vraie. Vous dessinez aussi une galerie de personnages véreux, sans scrupules. Ces hommes et ces femmes, elles sont moins nombreuses, les femmes, mais il y a quand même cette Miss Guatemala qui en vaut 10 dans votre livre, Mario Vargas Llosa. Vous ne les avez pas inventés, ils ont existé, mais vous leur donnez chair, vraiment, dans ce roman, pour faire revivre des personnages ayant réellement existé. Est-ce qu'il faut aussi quand même un peu les réinventer? Oui, dans le cas de Martita, oui, sans doute, parce qu'elle n'a jamais accepté de figurer dans les rôles véritables qu'elle a eus et que personne ne connaît, sauf elle-même. Hein. Mais son cas, c'est très curieux parce qu'elle était la maîtresse du président. Et les jours que le président a été assassiné, elle a parti vers la République dominicaine avec un des possibles assassins du président. Et en même temps, elle travaillait, on croit, par la CIA. Alors, elle avait préparé un peu les coups contre les présidents dont elle était la maîtresse. Alors, c'est très compliqué le rôle qu'elle a joué. Et on ne sait pas exactement, mais on sait qu'elle était une participation très importante d'elle dans la conspiration et la substitution du président réel par le président fictice, qui était Castillo Armas. Oui. Martita Borrero Parras, de son vrai nom, Miss Guatemala, mariée à 15 ans avec un homme qui la met enceinte, qui va la quitter ensuite pour devenir la maîtresse de Castillo Armas, ce militaire qui va succéder à la présidence du Guatemala après le coup d'État succédé à Jacobo Arbenz. Miss Guatemala, vous allez la rencontrer chez elle. Elle a aujourd'hui plus de 80 ans pour une conversation que vous qualifiez de anarchique, originale, confuse, surprenante. Et elle va prévenir ensuite ses proches de l'époque, encore en vie, les acteurs de cette histoire, que vous êtes en train d'écrire un roman plein d'inventions et de mensonges sur leur vie. Ça, c'est important parce que c'est la question que je voulais poser aux romanciers, sur la réinvention des personnages. Quelle liberté vous parlez-vous d'un roman? Et on sait que c'est une histoire vraie, ce qui s'est passé au Guatemala. Quelle liberté vous vous autorisez à prendre? J'ai suivi très strictement les actions militaires. Les coups d'État,
figure dans mon roman avec ce qu'on sait de ces coups d'État. Mais pour le reste, j'ai inventé beaucoup. Hein. J'ai inventé des personnages. Et à Martita, j'ai changé son nom, j'ai changé l'endroit où elle habite aux États-Unis. Oui, j'ai travaillé comme travaillent les romanciers dans les romans qui s'écrivent, hein, en suivant la réalité jusqu'à un certain point. Et à partir de ces points-là, utilisant les fantaisies, l'invention. Oui, c'est un roman, ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un roman qui, du point de vue politique, est vrai, mais du point de vue romancier, bon, il y a beaucoup d'inventions, oui. L'écrivain Mario Vargas Llosa est notre invité jusqu'à 12h30 à l'occasion de la parution en français de son roman « Temps sauvage ». France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Temps sauvage, en espagnol, tiempos recios. Les temps actuels, Mario Vargas Llosa, vous semble-t-il plus civilisés? Oh, la civilisation et l'Amérique latine ne sont pas compatibles, toujours, surtout en politique. Hein. La situation est très difficile. Il y a des coups d'État, des pays qui s'approchent petit à petit d'un coup d'État. Alors la situation n'est pas très bonne en Amérique latine, non? Comme dans le reste du monde, d'ailleurs, oui. Est-ce que les États-Unis, ils sont toujours aussi influents ou on est 20 ans après le 11 septembre aujourd'hui, hein. Est-ce qu'avec le recul, dans le temps long, vous diriez que quand même la tension, le terrain d'influence des États-Unis s'est déplacé vers le Moyen-Orient? Oh, c'est déplacé, oui, tout à fait. Vers le Moyen-Orient et sur d'autres régions de la Terre, hein. Au contraire, aujourd'hui, l'intérêt des États-Unis pour l'Amérique latine est très précaire. Du point de vue économique, les États-Unis ne sont plus les investisseurs les plus importants pour l'Amérique latine du tout. Au Pérou, par exemple, qui est mon pays, la Chine a replacé les États-Unis. Et l'Espagne, qui était un pays très, très important pour les investissements, et maintenant c'est la Chine qui est très, très, très important. C'est le premier pays, je crois, investisseur aux États-Unis, au Pérou. Et je crois que dans le reste de l'Amérique latine, c'est aussi le cas. Hein. À Venezuela, c'est la Chine, toujours. Et en Argentine, c'est une grande surprise. Je crois que c'est la Chine aujourd'hui qui est le premier investisseur étranger. Oui. Le monde a changé. Le monde a changé beaucoup. Mais les temps ne sont pas pour autant plus civilisés. On reste dans des temps sauvages. Et la littérature dans tout ça, Mario Vargas Llosa, la littérature, c'est ce qui fait avancer, mais c'est aussi ce qui reste à vous lire. C'est un témoignage et c'est important d'y mettre toutes ses forces et tout son engagement. Vous avez ouvert un dialogue, une conversation avec l'écrivain italien Claudio Magris, publié aussi chez Gallimard dans une petite collection qui s'appelle Arcade. Le titre de cette conversation, c'est « La littérature et ma vengeance ». Claudio Magris est un ami à vous. On va l'écouter à propos, selon lui, du rôle de la littérature. Il met en avant, comme cet échange entre vous deux, les rapports vraiment très ténus entre littérature et réalité. La littérature est très souvent un voyage du connu à l'inconnu que nous pouvons rencontrer soudainement. Ce n'est pas nécessaire de traverser une frontière pour se trouver dans un monde étranger, inconnu, même dans sa propre vie. Et de l'autre côté,
La littérature est aussi un voyage de l'inconnu au connu, parce que quelque chose qu'on croit comme une civilisation, une culture, une réalité d'un autre peuple qui nous semble loin, très difficile à contacter, se révèle absolument proche, absolument familier. Pour vous aussi, Mario Vargas Llosa, la littérature est un voyage, un double voyage? Oui, un double voyage. C'est un voyage vers la réalité et en même temps vers la fantaisie. Hein. La littérature est très importante en Amérique latine pour les gens qui lisent, bien sûr, mais la littérature est une manière de s'évader d'une réalité qui n'est pas toujours très aimable, et en même temps, c'est une manière de connaître cette réalité profondément, puisque la version journalistique qu'on donne de cette réalité n'est pas très sincère, très véritable. D'abord parce qu'il y a la censure dans plusieurs pays, et d'autre part par la superficialité et alors la littérature remplace d'une certaine manière cette vision de la réalité qui est plus proche de la littérature que du journalisme, par exemple. Jusque dans la construction, et on le voit dans ce dernier roman de vous, Mario Vargas Llosa, qui paraît en France, les ressorts de cette révolution, mûrie et orchestrée par un publicitaire et un patron de compagnie privée, sont totalement romanesques, et la réalité dépasse parfois le meilleur des romans d'espionnage. Pour ce livre-là, comment vous en avez pensé la construction, l'enchâssement? C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé. D'abord, je me suis intéressé par le Guatemala en lisant les livres publiés aux États-Unis, c'est drôle, par le gouvernement même, où on raconte toutes les antériorités des coups d'État contre Arbenz, qui était un coup d'État complètement injuste, parce que le président Arbenz, il faut faire état de cette question, n'était pas un ennemi des États-Unis. Au contraire, il était un grand admirateur et il voulait transformer le Guatemala, où il avait été élu dans des élections très libres. Mais là, vous revenez sur l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est comment le romancier, l'écrivain que vous êtes, Mario Vargas Llosa, se réapproprie cette histoire. Comment vous allez séquencer, comme romancier, une intrigue qui est déjà écrite, puisque l'histoire est passée par là. Le scénario, on le connaît. La chute, on la connaît. Comment le romancier se réapproprie la grande histoire? Vous savez, je me souvenais que quand j'étais à l'université, on suivait en Amérique latine avec beaucoup d'intérêt ce qui était en train d'arriver à Guatemala, où un gouvernement légitime, je crois que c'était le premier dans l'histoire de l'Amérique centrale, essayait de réformer la société d'une manière légale et à travers des lois. Alors, quand j'ai lu ce livre qui était publié en racontant les coups d'État contre Arbenz, j'ai découvert l'injustice énorme qu'on a commis avec lui. Et j'ai voulu rendre un hommage à un héros tragique de notre histoire qui a essayé de faire une réforme légale de son pays et qui avait comme exemple les États-Unis, mais il a été détruit par les États-Unis même dans un cas d'injustice énorme. En même temps, je crois que la conséquence pour le reste de l'Amérique latine de ce coup d'État contre Arbenz a été de dynamiser l'idée que la seule manière de se libérer de l'entreprise américaine sur l'Amérique latine était à travers la révolution. Alors on a suivi l'exemple de Cuba,
d'une manière complètement extravagante, puisque cet exemple n'a pas été répété en Amérique latine. Et par contre, curieusement, ce sont les dictatures militaires qui ont été renforcées par les coups d'État contre Arbenz. Alors, pendant 20 ans au moins, nous avons eu des dictatures militaires un peu partout en Amérique latine, et parce que les Guatemala avaient servi comme un exemple pour détruire une intention qui était tout à fait démocratique et légale de faire des réformes pacifiques en Amérique latine. Alors je crois que si on pouvait changer l'histoire, l'actuation des États-Unis aujourd'hui, ce serait très très différent. À l'époque, c'était comme vous savez rappelé, c'était l'époque de la guerre froide, du macartisme. Alors il y avait beaucoup de raisons pour que les États-Unis ignorent ce qui s'est passé vraiment en Amérique latine. Hein. Merci beaucoup à vous, Mario Vargas Llosa. Temps sauvage, votre nouveau roman traduit en français, paraît aujourd'hui aux éditions Gallimard. Dans L'appel de la tribu, paru au printemps dernier en France, c'est plutôt votre conversion politique et idéologique que vous racontez à travers des penseurs libéraux qui vous sont chers, qui vous ont aidé à vous forger vos convictions politiques, d'Adam Smith à Karl Popper. Merci beaucoup aussi pour cette conversation que vous avez évoquée avec l'ami Claudio Magris, qui paraît toujours chez Gallimard, où vous racontez que pour vous, la littérature est un sport de combat et vous vous opposez à une tendance à l'œuvre qui vous inquiète, cette frivolisation de la littérature. Vous lui redonnez toutes ses lettres de noblesse. Merci à vous d'avoir été avec nous.